Et maintenant, je vais passer la parole à David Bourmeau de l'Agence de l'eau, qui va nous présenter ce qu'est l'Agence de l'eau, dans quel cadre l'Agence de l'eau intervient dans ce programme et puis à quel type de projet ça correspond. À vous, Monsieur Bourmeau. Merci à vous. Vous voulez que je projette mon écran ou c'est Je crois que Monsieur c'est de peut-être mieux Villers? que ce soit Bruno qui passe Je, le je vais le diaporama. faire juste le temps de changer de PowerPoint. D'accord. Bah, j'en profite en tout cas pour vous remercier d'avoir associé l'agence à ce webinaire intéressant. C'est pas toujours souvent qu'on a l'occasion d'être en contact avec les bénéficiaires directs. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir cet échange. Et je vais pouvoir enchaîner ensuite sur la présentation de l'Agence de l'eau, qui est un établissement public. Mais j'attends que ça soit affiché. Voilà. Et voilà. Je vous remercie. Donc, on peut passer évidemment cette diapo-là qui est juste la diapo d'introduction. Prochaine diapo. Voilà. Donc, juste pour présenter ce que c'est qu'une agence de l'eau, c'est un dispositif un petit peu particulier. En France, on a plusieurs grandes rivières et en fait, la gestion de l'eau se fait en France avec une approche par bassin versant. Ce qui fait que les acteurs de l'eau sont organisés par bassin versant et non pas suivant les circonscriptions administratives qu'on rencontre habituellement, c'est-à-dire les régions, les départements. On a vraiment une approche par bassin versant. Donc, l'agence de l'eau est compétente, vous voyez, au niveau du nord-est de la France, sur les bassins versants de deux grandes rivières internationales qui sont le Rhin et la Meuse. Donc, nous, on intervient que sur la partie française. Et l'objet les agences de l'eau sont des établissements publics qui dépendent du ministère de l'Environnement et elles ont comme objet d'agir pour préserver les ressources en eau, à la fois en termes de qualité et en termes de quantité, et que ce soit les ressources en eau superficielles, c'est-à-dire les cours d'eau, les rivières, et bien sûr aussi les eaux souterraines. Et donc, la France a mis en place un mécanisme un petit peu particulier qui a inspiré d'ailleurs la gestion de l'eau au niveau européen, puisque le modèle européen est calqué sur le modèle français. Et d'un côté, donc ce mécanisme est fait sur le principe pollueur-payeur et l'eau paye l'eau. C'est-à-dire que tous les usagers de l'eau en France payent, alors soit à travers leur facture d'eau, soit à travers une redevance, mais pour faire simple, à travers leur facture d'eau, payent une redevance qui est recouverte par les agences de l'eau. Et les agences de l'eau redistribuent cet argent pour financer des projets qui permettent de préserver les ressources en eau. Donc, ça va être des projets d'assainissement, de protection des captages, de traitement, de traitement des eaux industrielles, des pratiques agricoles qui soient compatibles avec les ressources en eau potable. Donc, vraiment, on touche tous les acteurs, tous les usagers de l'eau et on redistribue cet argent pour aider, faire en sorte que nos ressources en eau soient pérennes. Voilà pour cette première diapo. Donc, en ordre de grandeur, les redevances pour notre bassin, c'est environ 160 millions d'euros par an. Et vous voyez que les contributeurs, ce que je vous disais, la facture d'eau ou les autres contributeurs, tout le monde participe en fait, met au pot commun. C'est 80%, un peu plus de 80% des usagers issus des collectivités, donc les habitants, qui, à travers leur facture d'eau, participent le plus à cet abondement financier, 257 millions par an. Et les domaines d'intervention sur lesquels on va redistribuer cet argent, vous l'avez ici en bas. Alors évidemment, moi, je n'ai pas pu traduire ça en arabe, donc c'est peut-être un petit peu compliqué, mais en tout cas, on retrouve les domaines que j'ai cités tout à l'heure, à savoir l'assainissement, la gestion des eaux pluviales. Il y a aussi évidemment toute la protection des cours d'eau, donc on travaille sur la restauration, la renaturation des cours d'eau. Et puis, il y a tout ce qui est lutte contre les pollutions agricoles et gestion aussi, lutte contre les pollutions industrielles. Voilà, grosso modo, les grandes thématiques sur lesquelles on intervient. Et puis, vous voyez, je l'ai souligné, enfin, je l'ai entouré en rouge
on a une partie qui s'appelle la solidarité internationale, c'est-à-dire que l'argent qu'on récolte, il y a une partie de cet argent qui est redistribuée pour des projets internationaux, donc qui ne revient pas pour la France, mais qui vient pour l'aide au développement, qui participe à l'aide publique au développement française. Et du coup, cette part du gâteau, entre guillemets, c'est 7,8 millions sur l'ensemble de notre programme qui dure 6 ans, soit environ 1,3 million par an. Ça représente, et vous le verrez, c'est encadré par une loi, 1% de nos ressources qui peuvent être consacrées à l'aide internationale. Alors, cette action de l'agence, elle s'inscrit dans une action globale. Hein. Vous le savez, au niveau mondial, on a les pays des Nations Unies ont adopté l'agenda 2030 hein, qui fixe des objectifs très ambitieux en termes de développement durable et notamment sur des objectifs en matière d'eau, d'accès à l'eau, puisqu'on a estimé au moment en 2015 où ont été adoptés ces objectifs qu'il restait encore 2,1 milliards de personnes hein, qui n'avaient pas accès à une eau fiable en eau potable, enfin en eau, et 4,5 milliards qui n'avaient pas un accès correct à l'assainissement. Donc on voyait qu'il y a vraiment encore des enjeux qui étaient très très importants sur le domaine de l'eau à l'échelle mondiale. Donc ça, c'est décliné. Il y a eu l'accord de Paris sur le climat qui aussi a fait en parallèle un accord sur Paris sur l'eau. Donc vous voyez que la thématique de l'eau est vraiment une thématique très forte de l'agenda mondial. Si on prend la diapo suivante, forcément l'agenda mondial est décliné après dans chaque nation. Donc en France, il y a aussi donc un engagement fort de la politique française, puisque vous voyez que le gouvernement français successivement ont reconduit ce qu'on appelle donc l'aide publique au développement. Et il y a un engagement très récent de la France qui vient de porter cet engagement à 0,7% de notre revenu national brut en 2025. Donc, non seulement cette aide est factuelle, mais on est plutôt dans une dynamique où elle a tendance à évoluer pour répondre aux problématiques mondiales et pour aider les pays à se développer. Et donc cet engagement, on l'a vu, mondial, relayé au niveau français et relayé donc ensuite au niveau des agences de l'eau, si on peut passer la diapo d'après. Donc dans les agences de l'eau, comme je vous le disais, dans tout ce contexte international et de ces engagements de la France, il y a une loi qui a été adoptée en 2005 qui permet aux agences de l'eau et à toutes les collectivités qui gèrent de l'eau en France de consacrer 1% de leurs recettes à des projets de soutien aux projets de solidarité. Donc ce 1%, on le retrouve à ce que je disais tout à l'heure. Hein, on avait environ 150 millions de budget au niveau des agences de notre agence de l'eau de budget annuel et on consacre en moyenne 1,3 million par an. Donc ça représente un petit peu moins de 1% de ce budget qui est donc fléché sur des projets de coopération. Donc notre coopération internationale, elle se décline sur 3 grands leviers. Le premier, c'est le soutien aux projets de coopération, des projets comme le vôtre, qu'on soutient et je vais y revenir tout à l'heure. On fait aussi de la coopération institutionnelle où les agences de l'eau peuvent travailler avec des autorités, soit des ministères de l'eau ou de l'environnement, soit des autorités de bassin pour aider ces autorités-là, si elles le souhaitent, à mettre en place les mécanismes de gestion de l'eau et de bonne gouvernance de l'eau. Et puis, notre troisième levier, qui est un petit peu plus marginal, mais on peut aussi contribuer à des opérations d'urgence quand il y a des crises notamment, je pense, par exemple, à Haïti, où il y a des crises, des catastrophes naturelles, où là, on peut être amené aussi à apporter des aides publiques prélevées sur nos fonds, sur notre dotation à la coopération internationale. Voilà pour le paysage. Alors, concrètement, les projets de solidarité internationale, ils sont prioritairement axés sur la mise en place d'équipements d'accès à l'eau potable et sur la création de systèmes d'assainissement. C'est vraiment ces deux axes-là qui sont permis au niveau de l'éligibilité de nos aides. Donc, à travers ces programmes, on peut financer évidemment des infrastructures, c'est le but du jeu, mais on s'aperçoit aussi que ces infrastructures, souvent, il faut les accompagner d'actions d'éducation
de sensibilisation pour aussi permettre aux bénéficiaires de bien prendre conscience vous êtes bien placé, mais aussi pour les scolaires de la rareté de l'eau et de la manière dont on peut à la fois préserver la ressource et aussi tout ce qui est question d'hygiène. Puisque dans certains pays, les règles de base d'hygiène ne sont pas forcément connues par les habitants, donc il faut aussi les former à cela. On met aussi en place des actions aussi pour aider lorsqu'on a mis en place des infrastructures. Dans votre cas, à vous, c'est un petit peu particulier parce que les infrastructures sont faites chez les particuliers. Mais souvent, quand on construit des réseaux ou des puits collectifs, les infrastructures vont relever soit d'un service public, soit d'un comité de gestion. Et donc, il faut aussi aider ce comité de gestion à apprendre à gérer techniquement et budgétairement ces installations pour qu'elles soient pérennes et qu'elles puissent fonctionner durablement. Ça suppose souvent la mise en place d'un paiement qui soit acceptable par la population et qui puisse permettre de faire fonctionner et d'entretenir ces installations. Donc, ça suppose aussi du personnel qui soit qualifié. Et donc, dans les programmes que l'on aide, on peut aussi aider des opérations de formation de personnel pour que les bénéficiaires, au final, deviennent autonomes dans la gestion de l'ensemble de ces installations. Donc, en moyenne, l'Agence de l'eau Rhin-Meuse, par an, finance une 40aine de projets. L'aide moyenne, c'est 35 000 € pour faire simple. Et les principaux pays qui sont bénéficiaires de nos aides, c'est en général donc l'Afrique et une partie de l'Asie du Sud-Est. Donc, votre projet, il est assez atypique pour nous parce vous êtes le seul projet qu'on finance en Palestine, voire au Moyen-Orient. Donc, on est vraiment, une grande partie de nos projets, c'est en Afrique, notamment au Burkina Faso, à Madagascar. Ce sont les 2 grands pays historiquement où la France intervient beaucoup. Et donc, ça se ressent aussi sur les projets liés à l'eau. Voilà, ça c'est un petit peu le contexte général d'intervention. Maintenant, je reviens sur votre dossier. Pourquoi l'agence, votre dossier a pu obtenir une aide de l'agence de l'eau? Déjà parce que la Palestine, avec la bande de Gaza et le territoire de Cisjordanie, sont des pays qui connaissent, qui déjà, en termes de développement, ont besoin d'être de l'aide publique au développement. Donc, on a des critères qui nous permettent de vous retenir parmi les pays qui sont prioritaires. On sait aussi que vous l'avez largement développé dans les interventions précédentes, qu'il y a des problèmes d'accès à l'eau et à l'assainissement, dû à la colonisation certainement, mais aussi parce qu'il y a des infrastructures qui sont dégradées, il y a des ressources souterraines, des ressources en eau qui ne sont pas si simples d'accès. On l'a vu, il y a des eaux souterraines, il y a des quantités d'eau importantes, mais parfois les ressources sont soit très profondes, soit sur la bande de Gaza, ce sont des ressources qui connaissent des problèmes de surexploitation ou de salinité. Donc, tout ça, ça engendre de grosses difficultés et elles sont en plus certainement aggravées par l'impact des changements climatiques. Donc, forcément, ça rend tout ça prioritaire de pouvoir intervenir, que la France puisse aussi soutenir des projets en Palestine. Alors, à Beit Dadjan, je ne vais pas tellement plus développer puisque vous connaissez le territoire bien mieux que moi, mais on retrouve localement ces difficultés avec, vous l'avez beaucoup développé, des problèmes pour les habitants pour avoir de l'eau à un prix raisonnable tout au long de l'année. Donc, ce que je retiens surtout de cette diapo, c'est que l'accès à l'eau durable et le besoin, ce qui a motivé l'association, la FPS pour intervenir là-bas, c'est vraiment un besoin exprimé par la population locale et on répond vraiment à ce besoin. C'est très important pour nous que les projets émanent d'une expression de besoin locale et que ce ne soit pas les porteurs de projets français qui viennent avec leurs idées et avec leur savoir imposer un modèle ou imposer ce qu'ils savent faire. Non, là, on est vraiment dans une logique où on a écouté les besoins d'un territoire et on essaye d'y répondre au mieux en travaillant avec eux. Je le développe un peu, je crois, dans la diapo d'après, pour mettre en avant les points un peu forts. Donc, si vous pouvez passer la dernière diapo, je crois. Voilà, les points forts de votre dossier par rapport à un bailleur comme nous, ce qui est très appréciable sur ce type de projet, c'est vraiment cette et je pense que le webinaire de ce soir l'illustre parfaitement, c'est cette collaboration étroite qui est entre le porteur de projet français, qui est notre interlocuteur direct à nous, et les acteurs locaux. C'est très important pour nous que cette collaboration soit visible
et effective. Et on l'avait vu à travers la convention que vous avez pu, de partenariat que vous avez pu signer entre votre association et la mairie de Beit Dajan et l'association des agronomes, qui montre bien la volonté de travailler ensemble, qui définit bien les objectifs que vous aviez en commun, le rôle de chacun avec la distribution des rôles entre le maître d'ouvrage, la maîtrise d'ouvrage déléguée, la maîtrise d'œuvre, le porteur de projet, le budget, tout ça était bien défini au départ, et ce qui est un gage pour nous d'efficacité et de pertinence du projet. L'autre aussi aspect qui est aussi très notable sur votre projet, ce n'est pas le cas partout, c'est la forte implication des bénéficiaires. Je pense notamment aux habitants. Comme vous l'avez dit, ils participent, si j'ai bien en mémoire et bien compris tout le montage, à 50% des coûts de travaux. Donc, ce n'est pas du tout négligeable. Ils réalisent, donc cette participation se fait à travers aussi leurs travaux en régie, où c'est eux qui apportent la main-d'œuvre pour créer les réservoirs, etc. Donc, cette implication, elle montre forcément qu'on répond à un besoin local et qu'il y a une vraie motivation des habitants à être intégrés dans ce projet. Donc tout ça, pour nous, c'est aussi très important parce que ce que l'on vise, c'est des projets qui durent et qui soient utilisés de façon pérenne par les habitants et par les bénéficiaires, puisque par le passé, on sait très bien, enfin pour les acteurs du développement en France, on sait très bien que dans les premiers projets qui ont pu être faits, on s'apercevait qu'on faisait des projets et qu'on ne se souciait pas suffisamment de la pérennité des projets. Et quand on revenait quelques années après, on s'apercevait que les infrastructures qu'on avait subventionnées, elles ne marchent plus, quoi. Et donc, c'est surtout ce qu'on veut éviter aujourd'hui. Et je pense qu'à travers tous les outils que vous avez mis en place et le suivi que vous mettez en place et la collaboration qui existe entre les partenaires français et les partenaires locaux palestiniens, je pense que ce risque, il est très minime et que ces réservoirs, si on revient dans quelques années, ils seront toujours en place et toujours fonctionnels et répondront aux besoins très, très, très intenses des habitants de pouvoir utiliser ces infrastructures. Donc, juste un rappel sur les aides accordées par l'agence. Vous avez bénéficié pour les 10 premiers citernes d'une aide de 26 000 € à peu près qui est apportée par l'agence de l'eau. Et on a adopté une aide en 2021 pour un programme qui va s'étaler certainement sur plusieurs années, où là encore, on apporte un peu moins de 50 000 € pour la réalisation de 24 autres citernes. Et évidemment, si tout continue à bien se passer, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas continuer d'accompagner le reste des 80 citernes au fur et à mesure que vous continuerez à prolonger ce programme. Voilà, j'avais une dernière diapo enfin, qui, alors là, c'est plus des questions ouvertes, c'est-à-dire que là, c'est des questions, c'est juste pour mettre en perspective ce qui pourrait être aussi éventuellement des pistes de travail pour le futur. On n'a pas du tout parlé d'assainissement aujourd'hui et ça n'apparaît pas dans le projet. Je crois me rappeler que la commune de Beit Dajan bénéficie d'un réseau d'assainissement et qu'il y a quand même pas mal d'habitants qui sont déjà collectés, mais je ne sais pas s'il y a une station d'épuration, je ne sais pas l'état de ces réseaux, je ne sais pas si dans les cours d'école, dans les établissements de santé, dans les marchés, dans les mairies, dans les lieux publics, est-ce que toutes ces installations d'assainissement et d'eau potable sont bien à niveau, parce que ça peut être aussi des actions prioritaires sur lesquelles on pourrait travailler ensemble, pourquoi pas. Et même chose, ça je le dis ouvertement, mais je vous laisserai ensuite évidemment définir si vous souhaitez intégrer ce genre de mesures dans vos programmes futurs. Mais les formations pour aider éventuellement la commune de Beit Dajan à continuer à entretenir ces réseaux et à les faire fonctionner, je pense que ça peut être aussi un champ de coopération intéressant. Et pourquoi pas, si on y réussissait, nous en tout cas l'agence de l'eau, on pourrait vous aider dans cette démarche-là, à trouver une collectivité française qui sera intéressée pour nouer un partenariat pour justement une collectivité française gestionnaire de l'eau
pour aider la collectivité de Baïdjan, si elle le souhaite, à développer de la connaissance et du savoir-faire sur la gestion d'un réseau d'eau. Ça pourrait être une piste. Hein. Et puis, dernière piste, c'était sur ce que j'ai évoqué aussi tout à l'heure, la sensibilisation. Bon, la sensibilisation, l'information des habitants, des scolaires, ça suppose des activités dans les écoles, etc., qui ont aussi un coût, qui font intervenir des formateurs, des animateurs. Toutes ces dépenses-là pourraient être éligibles aussi à un programme qui soit porté au niveau de l'agence de l'eau. Hein, voilà, donc j'en profite pour vous dire voilà d'autres champs d'action qui pourraient être aussi subventionnés par l'agence si jamais votre partenariat souhaitait un petit peu investiguer ces domaines. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment clair et concis. J'ai peut-être parlé un peu vite pour l'interprète. C'est toujours, alors, je suis désolé. J'aurais dû parler peut-être un peu plus lentement, mais en tout cas, s'il y a des points où j'ai été trop rapide ou insuffisamment clair, forcément, je suis à votre disposition pour reprendre peut-être mon propos ou pour apporter les précisions qui seraient nécessaires. Merci, Monsieur Bourmeau, à la fois pour, comment je dirais, la clarté de votre exposé, mais également pour les ouvertures que vous nous avez données et qui peut permettre de voir peut-être dans l'avenir des développements. C'est quelque chose que je trouve, à titre personnel, tout à fait enthousiasmant. Merci beaucoup. Je vous en prie.